Donc nous nous trouvons ici dans la prison circulaire d'Autun, qui est l'unique prison en France qui est complètement circulaire. Donc je vais vous faire une présentation rapide de la prison, son histoire et le lien avec la ville d'Autun. La prison que vous voyez ici, c'est une prison qui a été construite en 1855-1856 par l'architecte départemental André Berthier, et elle contient 3 niveaux avec une cinquantaine de cellules, et elle est complètement circulaire. C'est-à-dire que l'endroit où se trouve la caméra était l'endroit où se trouvait avant le gardien qui pouvait observer d'un coup d'œil l'ensemble des cellules qui se trouvaient ici. Ce bâtiment est classé monument historique. Il est fermé depuis 1956 en tant que prison et aujourd'hui, il est intégré à un projet d'extension du musée de la ville d'Autun. Et d'ici 4 ou 5 ans, il sera ouvert au public dans un grand ensemble muséal. Donc, je vais vous présenter rapidement l'histoire de l'architecture du bâtiment, comment le bâtiment a fonctionné en tant que prison et comment il va être intégré à un projet de musée dans cette ville d'Autun en Saône-et-Loire. Le bâtiment que vous voyez ici, c'est une prison qui a été construite en 1855-56 et qui témoigne de l'époque à laquelle il a été construit. Quand on regarde l'histoire des prisons et de l'enfermement en France, si on fait les grandes étapes rapidement, on a au XVIIe et au XVIIIe siècle les hôpitaux généraux, donc sous Louis XIV, Louis XV. On construit des bâtiments où on enferme les personnes qui sont mendiants dans des bâtiments qu'aujourd'hui on pourrait assimiler à des prisons, où on les fait travailler dans le silence. Sous la Révolution, puis sous Napoléon, on prend par exemple des abbayes, donc vous avez l'abbaye de Fontevraud, l'abbaye de Clairvaux, le Mont-Saint-Michel, qui sont transformés en prisons. Et la génération suivante, à partir de 1830, on commence à construire des prisons avec des cellules comme on peut l'imaginer de nos jours, comme un petit peu la prison type. Donc vous avez à Paris la prison de la Petite Roquette, qui est la première prison dite panoptique, c'est-à-dire qu'on a un rayonnement en forme d'étoile, et dans chaque étoile, on a des cellules individuelles. Dans les années 1840-1850, vous avez une série de prisons qui se construisent en France, dont certaines sont encore utilisées de nos jours comme des prisons. Et celle d'Autun est construite en 1855. Le ministère de l'Intérieur envoie aux architectes départementaux des plans types. Et dans certains de ces plans types, il y a des prisons circulaires. Et donc vous avez à Niort une prison qui va être construite sur ce modèle-là, qui est une prison encore en fonctionnement aujourd'hui, qui est une prison semi-circulaire et où il y a une tour centrale qui permet d'observer l'ensemble des cellules sur, on va dire, un demi-cercle. À Autun, en 1855, la prison est construite selon un système complètement circulaire et l'endroit où nous nous trouvons était l'endroit où les gardiens se trouvaient et pouvaient observer l'ensemble des cellules, sachant qu'au rez-de-chaussée, il y avait le gardien et il y avait une structure métallique qui s'élevait et dont on voit encore les assises au sol, qui permettait d'avoir au premier étage un autel où il y avait régulièrement des offices religieux qui étaient faits par des prêtres pour le salut religieux des prisonniers. Donc, dans toutes les prisons construites à cette époque-là, donc monarchie de Juillet ou Second Empire, on a à la fois dans ce principe de prison panoptique les cellules individuelles, la surveillance centrale, un office religieux qui est donné de manière régulière aux prisonniers et un principe qui est le silence des prisonniers et le travail. Avant la construction des prisons un peu modernes, comme on peut voir ici, les prisons étaient moins bien structurées, donc parfois on avait des dortoirs où tous les prisonniers dormaient ensemble, donc ils parlaient beaucoup entre eux, et on avait aussi parfois des difficultés à séparer, par exemple, les personnes qui étaient en détention préventive des personnes qui étaient condamnées. Et dans les débats parlementaires de l'époque, il y a un grand souci, c'est-à-dire qu'on considère que ces prisons-là ne correspondent pas
ni aux besoins de la société pour punir les prisonniers de manière adéquate, qu'il y a trop de récidives et que les bâtiments sont souvent insalubres, trop humides, trop froids. Et donc le bâtiment que vous voyez ici, il participe un petit peu de cette vague d'augmentation des établissements pénitentiaires en qualité et où on isole les prisonniers par cellules. Donc s'il y a un grand nom de l'histoire des prisons en France à cette époque, dans la monarchie de Juillet, c'est Alexis de Tocqueville. Donc Alexis de Tocqueville, en 1831, part avec son ami Gustave de Beaumont pour un voyage de presque 1 an aux États-Unis, où il va visiter les différentes prisons. Donc il commence par les États du Nord-Est, New York, Pennsylvanie, et il va voyager dans le sud des États-Unis, puis il va remonter vers Chicago et il va terminer son grand voyage. Quand il rentre en France, il va publier un rapport avec son ami Gustave de Beaumont. Ils sont tous les deux magistrats à la cour de Versailles à l'époque, et ils font on va dire une étude de toutes les prisons qu'ils ont visitées aux États-Unis pour montrer quelles sont les bonnes pratiques et pour essayer de les appliquer en France. Notamment, ils disent aux États-Unis, les prisonniers sont plus silencieux. Ils travaillent mieux dans les ateliers et cela coûte moins cher à l'État américain en frais de fonctionnement. Donc ils détaillent toute une série de choses que l'État français devrait faire et c'est débattu à l'Assemblée et au ministère de l'Intérieur à l'époque. Alexis de Tocqueville est resté connu parce qu'il a publié après ce rapport son livre sur la démocratie en Amérique, qu'il a fait connaître de façon très forte en France et qui lui a permis d'être élu député. Donc Tocqueville sera élu député et sa spécialité, on va dire, législative, ça sera le système pénitentiaire. Donc on a dans les années 1840 des débats importants en France, à la fois au ministère et d'un point de vue législatif, où Tocqueville va défendre toute une série de réformes. Et en face, vous avez souvent l'inspecteur général des prisons qui, à cette époque-là, s'appelle Charles Lucas, qui va s'opposer, et c'est leur débat qui va un petit peu influencer comment les prisons sont organisées au niveau national. Donc, Tocqueville défend l'idée que les prisonniers doivent être isolés de manière forte pour éviter la récidive. À cette époque-là, on a aussi le début de ce qu'on pourrait appeler l'économie politique, la sociologie, avec des statistiques, et on essaye de comprendre pourquoi les prisonniers récidivent. Et un grand thème de l'époque, c'est que les prisonniers viennent en prison et apprennent le crime avec des prisonniers plus endurcis. Donc si on les isole les uns des autres, si on empêche les prisonniers de se parler pendant la journée, si on les oblige au silence et au travail, ils sortiront de meilleurs citoyens et surtout avec un travail qu'ils pourront faire à l'extérieur et n'auront pas envie de commettre des crimes quand ils ressortent. On peut penser par exemple à la colonie pénitentiaire de Mettray, qui est très connue parce que c'est des jeunes enfants délinquants qui étaient mis dans cette prison et toute la journée, c'était un silence qui était observé de manière très stricte et ils travaillaient toute la journée avec un petit peu d'instruction en fin de journée. Et Alexis de Tocqueville fait partie du conseil d'administration de cette nouvelle colonie pénitentiaire qui est construite en 1839. En face, on va dire, de cette vision un peu qui est assez dure pour les prisonniers, où on leur demande d'être toute la journée silencieux et en train de travailler, vous avez l'inspecteur général des prisons, Charles Lucas, qui défend une vision, on va dire, où le prisonnier doit être dans une certaine sociabilité avec les autres prisonniers, donc autorisé à parler avec les autres prisonniers. Et souvent, on va dire, on a les deux visions qui s'opposent sans que, en département, ça se traduise de manière nette dans l'un ou l'autre système. Et ici à Autun, on sait, d'après les archives, qu'on a eu un petit peu des deux systèmes. C'est-à-dire que le système des cellules, les cellules sont assez grandes pour que les individus puissent travailler de manière autonome dans leurs cellules, mais on sait que d'après les archives, souvent les prisonniers étaient en atelier à l'extérieur de la prison ou dans un autre bâtiment annexe, et que du coup c'est le système un peu plus où les prisonniers étaient entre eux et avaient le droit de parler qui
qui a eu lieu ici dans la prison d'Autun. Dans les archives départementales de Saône-et-Loire, on peut retrouver des documents sur comment ce bâtiment a fonctionné et comment les prisonniers ont pu vivre leur quotidien. Donc ici, nous sommes dans la partie de la prison où se trouvent toutes les cellules. Derrière la caméra, devant moi, se trouve le bâtiment administratif où se trouvait le responsable en chef de la prison et certains services administratifs. On a des rapports de la personne qui dirigeait la prison qui sont envoyés au préfet, qui témoignent, on va dire, de la différence entre ce qui était prévu initialement et comment la prison a fonctionné. Donc l'une des choses qui était prévue par l'architecte, c'est que les prisonniers pouvaient sortir dans des préaux qui se trouvent au 3e étage de ce bâtiment. Et ces préaux, en fait, n'ont été jamais utilisés. On a des archives des années 1870-1880 qui montrent que les prisonniers, par exemple, ne sortaient jamais dans ces préaux. On a aussi toute une série de rapports qui montrent que le bâtiment souffrait de l'infiltration des eaux et que du coup, l'utilisation du bâtiment en était affectée. Donc vous avez au-dessus ici un oculus qui permet de faire rentrer de la lumière. On a par exemple une plainte du directeur de la prison qui dit que l'eau rentrait et s'infiltrait au milieu de la prison, donc ce qui était fâcheux puisque du coup tout le sol était mouillé quand il pleuvait. On a un système dont on peut voir les bouches d'aération ici au sol. On a un système d'air chaud qui permettait en hiver de chauffer les cellules et on a aussi des rapports qui indiquent qu'il ne fonctionnait pas forcément très bien ou plutôt que la personne qui dirigeait la prison essayait de mettre le chauffage le plus bas possible pour économiser sur les coûts. On a aussi des plaintes sur le fait que les cellules, qui étaient très bien pensées comme l'architecte l'imaginait, et que par exemple il n'y avait pas de rayonnage. Et donc tous les objets des prisonniers étaient mis au sol, et donc il y a une demande dans le budget par exemple du Conseil général pour essayer d'améliorer ce fonctionnement au jour le jour. Alors, à part, on va dire, ces légers détails de fonctionnement, la prison a relativement bien fonctionné dans le sens où, par rapport à l'ancienne prison qui se trouvait juste à côté, qui était plutôt des cachots insalubres, le bâtiment a rempli sa fonction et il participe, on peut dire, de ce grand mouvement qu'on voit dans la première moitié du XIXe siècle où l'État augmente sa présence quotidienne en termes de sécurité et d'encadrement des citoyens. Donc si on regarde dans une série longue un petit peu le nombre de gendarmes en France, avant la Révolution en 1789 et jusqu'en 1848, le nombre de gendarmes en France a été multiplié par 4. Et des conflits qui autrefois étaient gérés au village, par la communauté, par le garde champêtre, sont de plus en plus judiciarisés, donc des vols, des personnes qui mendient sur la place publique, sont, plutôt que d'être traités, on va dire, par la communauté villageoise, on a au cours du XIXe siècle toute une série de lois qui essayent d'encadrer la population et que l'État, on va dire, se substitue aux gardes champêtres, à la communauté villageoise. Et donc quelque part, la prison que vous voyez ici, c'est le symbole, au cours de ce XIXe siècle, de l'extension du domaine de l'État et notamment du gendarme, qui est un petit peu le symbole, on va dire, de cette répression ou du contrôle de la population. Donc ici, nous sommes dans une maison d'arrêt, c'est-à-dire que vous avez des prévenus et des personnes qui effectuent des peines inférieures à 2 ans. Les prisonniers qui avaient des peines supérieures à 2 ans étaient envoyés dans une prison centrale, donc par exemple l'abbaye de Clairvaux, qui a été transformée en maison centrale, pouvait accueillir ce genre de détenus plus dangereux, ou dont les peines étaient plus longues. Et dans ces prisons-là, les conditions étaient plus difficiles, souvent les gardes étaient plus violents, et les détenus, comme ils étaient entre détenus plus endurcis, forcément, les conditions étaient peut-être plus difficiles, alors qu'ici, nous avons des personnes qui avaient des peines plus légères. Et à l'époque, à partir des années 1840, il y a aussi l'envoi dans les bagnes coloniaux et la peine de mort. Donc vous avez cette gradation, on va dire, des 4 types de punitions. Et ici, à la prison d'Autun, on va dire, on avait les détenus les moins dangereux ou dont les peines étaient
les plus faibles. Et dans les débats aussi de l'époque, donc pour revenir à Tocqueville et Charles Lucas, vous avez quelqu'un comme Charles Lucas qui défend dès les années 1840 l'abolition de la peine de mort et l'abolition des châtiments corporels, alors qu'en face, vous avez quelqu'un comme Tocqueville qui va expliquer que pour maintenir la discipline dans les prisons, il faudrait peut-être penser à réintroduire le fouet. Donc tout ça, on va dire, témoigne un petit peu de ces débats au XIXe siècle et de les différentes façons dont les prisonniers ont pu être traités. Si on regarde un petit peu l'histoire qu'on connaît de la prison et de son utilisation, on a par exemple en 1870 au Creusot une série de grèves dans la métallurgie et dans les mines. Et vous avez par exemple la position des Schneider qui détiennent ces mines et ces ateliers de métallurgie, que les personnes qui font la grève et qui empêchent les autres personnes de rentrer travailler sur le site doivent être envoyées en prison. Et on a par exemple quelques prisonniers grévistes qui ont été jugés ici juste à côté au palais de justice et qui ont effectué soit une peine préventive, soit une peine de prison dans ces années-là. On a une attestation, on sait que cette prison a été utilisée par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. Donc on a un témoignage oral qu'on a recueilli de quelqu'un qui est venu au musée et qui a expliqué qu'il était jeune, ici il avait été emprisonné, et on a son témoignage oral. Et donc en 1940, quand les Allemands occupaient la France, parce qu'on est légèrement au nord de la ligne de démarcation, ce jeune homme à l'époque raconte qu'un soldat allemand avait été frappé dans la rue, mais qu'il n'avait pas eu le temps de voir qui était le jeune garçon qui avait fait ça. Donc tous les jeunes garçons qui étaient dans la rue à ce moment-là ont été envoyés ici à la prison d'Autun pour quelques jours, parce que les Allemands voulaient savoir qui avait frappé ce soldat. Et donc dans l'histoire que raconte ce jeune homme, qui est maintenant un homme qui a plus de 80 ans, il raconte qu'un officier de l'armée française qui essayait de s'enfuir avait été rattrapé par les Allemands et avait été mis dans sa cellule pendant 3 jours. Et les Allemands, pour éviter qu'il ne s'enfuit, l'avaient mis nu dans sa cellule avec ce jeune garçon. Je suis né en 1924 et puis avec les mines, mon père était mineur. J'ai perdu mon père, j'avais 8 ans. D'ailleurs, moi après, je suis allé travailler à la mine aussi. Et donc, pourquoi je suis allé en prison? 1940, les Allemands ont envahi la France en peu de temps. Il y a un jour un imbécile qui jette une pierre sur un casque d'un Allemand qui était soldat, qui gardait sur la place d'Épinac vers le cinéma. Moi, j'avais 16 ans, j'étais allé au cinéma, et je me fais ramasser par la patrouille, et ils m'emmènent en prison à Autun. C'est là que j'ai connu la prison d'Autun. Et tant qu'on n'aura pas trouvé l'auteur de cet attentat on ne parlait pas de terrorisme, contre ce soldat allemand qui a reçu une pierre. Tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, vous resterez en prison. Ma mère disait, ils ont tous pris des gosses qui n'avaient pas de père. En prison, on ne peut pas dire qu'on était mal nourris. On était nourris avec du poisson norvégien. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. C'était vraiment primaire. Hein. On gelait. Heureusement qu'on était jeunes. Le lit, c'était un morceau de bois qui était pris dans le mur. Il n'y avait pas de WC. Et la nuit, je marchais toute la nuit. Je comptais mes pas parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, on se tapait la tête dans les murs. Alors, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, toute nuit. Et le corps s'échauffait. On n'avait pas faim. Puis je me méfiais, on se méfie en prison, tout le monde se méfie. Une nuit, j'ai entendu bruit et ils faisaient déshabiller un prisonnier entre les deux
Puis c'est nu dans la cellule. Un homme nu ne se sauve pas. J'entends un barouf épouvantable, oui. J'entendais les culasses des fusils qui se bougeaient. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? On ouvre ma cellule et on amène un jeune homme qui avait à peu près 18 ans, un arabe. Je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qu'ils ont mis pour me faire parler? C'est un mouton, on appelle ça un mouton. Ce pauvre gars, il me dit, écoute, je te dis tout de suite, je suis officier d'armée française et je suis marocain. Je viens d'être pris dans les bois, là, par des paysans français qui m'ont remis aux Allemands. Il s'appelait Youssef. J'en parle avec une certaine émotion parce que je ne l'ai jamais revu. Et ils l'ont laissé 3-4 jours avec moi. Il m'a dit, mon père m'a vendu à l'armée française. Et ce Youssef, il y a une nuit, ils sont venus le chercher. Je n'ai jamais revu. Il m'appelait Zan. Et oui, je n'ai jamais revu Youssef. Il pense maintenant que je suis prêt à partir de l'autre côté. J'ai eu l'occasion après de revenir voir ma cellule, là où j'avais été enfermé. C'était la première à droite au haut des escaliers. Et ma foi, voilà cette vie dans la prison d'Autun. Est-ce que j'en ai de mauvais souvenirs? Non. Donc on sait que les Allemands ont utilisé cette prison ici et jusqu'en 1956, la prison a fonctionné comme une maison d'arrêt et à cette date, le bâtiment a été revendu à un particulier et pendant plusieurs dizaines d'années, il a fonctionné un petit peu comme un lieu de stockage, comme un shurgard. Donc les commerçants, les particuliers qui habitaient dans les quartiers aux alentours pouvaient louer une cellule, y mettre des meubles, y mettre des stocks de marchandises. Et avant, à l'époque, les voitures étant assez petites, on pouvait ouvrir la porte qui était devant et faire entrer les voitures ici. Donc au sol, on voit encore quelques traces de lignes de places de parking. Et ici, il y avait une grande structure en métal. Elle a été revendue, par exemple, par la personne qui a racheté la prison, raison pour laquelle on ne voit plus l'élément central qui permettait la surveillance et l'hôtel religieux d'être présent ici. Dans les années 90, le bâtiment est racheté par la mairie d'Autun, qui le met, on va dire, en sécurité en faisant construire un toit qui permet d'éviter les infiltrations d'eau. Et aujourd'hui, le bâtiment est intégré à une extension du musée actuel, le musée Rollin. Et l'idée, c'est que vous aurez tout un espace en dessous de la prison qui permettra de faire la jonction avec le bâtiment actuel. Et vous aurez une réhabilitation ici des espaces pour montrer la prison comme elle était à l'époque. Et la possibilité de monter tout en haut pour voir l'ensemble de la ville avec un étage supplémentaire qui sera construit sur cette prison. Nous voilà en 1855, année de construction de la prison d'Autun, qui est aussi l'année de la bataille de Malakoff, qui est présentée dans ce tableau que vous voyez derrière moi, de Horace Vernet. Ce tableau représente l'une des batailles les plus importantes de la guerre de Crimée, qui a lieu de 1853 à 1856, donc la même époque à laquelle, juste en face du musée Rollin, se construit la prison circulaire d'Autun. Figuré en haut de ce tableau est le maréchal MacMahon, qui deviendra sous la Troisième République président de la République française. MacMahon est originaire d'Autun
et lorsque la ville apprend que le général MacMahon a conduit les troupes françaises à une grande bataille qui permet de vaincre l'Empire russe dans la guerre de Crimée, l'hôtel de ville, la municipalité fait commissionner cette grande peinture militaire, qui est une peinture qui est très célèbre et qui montre les régiments de zouaves français et les Anglais gagner cette bataille qui leur permet ensuite de prendre la ville de Sébastopol en Crimée. Et on voit donc en haut le général MacMahon avec sa phrase célèbre qui dit « J'y reste » quand il a remporté cette longue bataille à Malakoff. Et vous avez dans le bas du tableau tous les soldats qui sont morts et qui représentent la difficulté des combats à cette époque-là. On peut dire que l'année 1855 et la guerre de Crimée, c'est la première guerre moderne avec beaucoup d'artillerie, le support des chemins de fer et un petit peu cette modernité de la révolution industrielle qui est présente à la fois par la guerre, ici par la bataille de Malakoff, par la prison qu'on a vue tout à l'heure et qui résume un petit peu cette époque. Et si on devait terminer notre propos, on peut rappeler que 1855, c'est aussi l'année de la première exposition universelle avec toute cette éclosion de l'histoire des sciences et des techniques, toute une série d'innovations et qui résume un petit peu notre propos, la violence de la guerre, la violence aussi de l'emprisonnement cellulaire dans le silence et dans le travail, et aussi toutes ces innovations qui font notre modernité et qui rappellent un petit peu le monde que nous avons autour de nous. Alors, pour terminer notre propos sur Autun et son histoire, voici le vase diatrète d'Autun qui a été découvert en 2020. Autun est une ancienne ville gallo-romaine sous le nom de Augustodunum, et lorsqu'on fait des fouilles à Autun, on trouve très souvent des vestiges de l'époque gallo-romaine, et notamment ici, vous avez un vase du IVe siècle après Jésus-Christ. Ce vase, il en existe aujourd'hui seulement 8 dans le monde entier qui sont sous cette forme, c'est-à-dire reconstitués en entier. Le vase a été fait à partir d'un seul bloc de verre et il a été taillé de manière très fine. On peut voir des lettres autour. Donc c'est un vase, on a fait des analyses pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme chose à l'intérieur. Il était découvert dans une tombe du IVe siècle après Jésus-Christ avec un parfum antique, c'est-à-dire on avait des traces d'huile et d'ambre gris. Donc l'ambre gris, c'est cette substance qui provient du ventre des cachalots et qui est utilisée encore aujourd'hui beaucoup pour la parfumerie. Et donc on sait que ce vase a été retrouvé dans la tombe avec cette espèce d'onguent, de parfum, probablement à portée religieuse, puisqu'on est sur un ensemble de tombes paléochrétiennes. Et c'est l'une des pièces les plus remarquables du musée. Et lors de la rénovation du musée d'Autun, cette pièce figurera parmi les chefs-d'œuvre du futur musée. Et la ville d'Autun a été un centre éducatif dans l'Antiquité. Il y avait ce qu'on peut appeler l'ancêtre d'une université ici, un mélange d'académie militaire et d'enseignement du latin et du grec. Et donc la présence de nombreux immigrés grecs explique la raison pour laquelle nous avons des tombes paléochrétiennes. On pense qu'il y a eu, via cette influence de la Grèce, l'arrivée à Autun, Augustodunum, de ces premières tombes chrétiennes, paléochrétiennes. Et donc ce vase diatrète est très très fin et il a sûrement appartenu à quelqu'un qui était proche de l'empereur, puisque les autres vases diatrètes qui ont été découverts ont été souvent dans des tombes de personnes qui étaient proches de l'empereur. Donc on peut penser que c'était quelqu'un dans la cour de ou proche de l'empereur qui a reçu ce vase en remerciement comme cadeau. Voilà, donc nous terminons notre visite aujourd'hui sur ce chef-d'œuvre et je vous remercie pour votre attention.